Parce que, bah, pareil, t'as pas à t'inquiéter de la nourriture, donc tu peux t'inquiéter de choses plus intellectuelles, on va dire. Enfin, tu peux être plus intellectuel. Et donc, pareil, il y a des pressions sélectives pour faire qui changent totalement. Et tu dis, ok, ça a changé il y a 6000 ans, enfin, il y a entre 6000 et 4000 ans, parce que révolution agricole. Sauf que là, on a fait une autre révolution il y a pas longtemps. On a fait la révolution industrielle. Qu'est-ce que ça va changer? Bah, je sais pas, mais force est d'admettre que les effets de la révolution industrielle sont pas ouf sur la santé en général. On voit bien que respirer du charbon, respirer des fumées de charbon, c'était pas ouf pour la santé. Est-ce qu'il y avait besoin de moi pour le dire? Je crois que pas. Je crois que c'était assez évident. Et il faut que je vérifie que ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours. Et on est à 1 heure de podcast. Donc, plus que 12. On a fait un douzième. C'est ce que je fais quand je fais du sport. Quand ça devient dur, tu vois, quand les séries de pompes deviennent un peu longues, quand les séries de traction deviennent un peu nombreuses, tu vois, je me dis, non mais c'est bon, j'ai fait la moitié. Non mais c'est bon, j'ai fait les deux tiers. Non mais c'est bon, j'ai fait, dans le mauvais sens, les trois quarts. Non mais c'est bon, j'ai fait 4 cinquièmes. Non mais c'est bon, j'ai fait 9 dixièmes. Non mais c'est bon, j'ai fini. Et ça aide. Donc là, j'ai fait un douzième. C'est pas mal. Enfin, on a fait un douzième, parce que t'es toujours là à m'écouter. Et ça, c'est fucked up. Parce que si tu m'écoutes pas, enfin, si t'as arrêté de m'écouter, bah t'entendras pas que je dirais que t'es toujours là à m'écouter. Donc si je te parle, en fait, t'es forcément en train de m'écouter. Et ça, c'est niqué. C'est comme la théorie. Je reviens à la révolution industrielle juste après, je fais une digression. Digression, on dit pas digression, digression. Et c'est Hugo Jacobet, je crois, qui dit la beauté d'une conversation, c'est de faire des digressions, mais de savoir revenir au sujet principal. Ce que je ne sais pas encore faire. Pour l'instant, je fais des digressions, puis des digressions dans les digressions, puis des digressions dans les digressions dans les digressions, et je reviens jamais au sujet principal. Bref, il y a une théorie, en gros, il y a une théorie des multivers qui est. Ok, pour ça, il faut que j'explique le chat de Schrödinger. Bon, chat de Schrödinger, c'est basique. Tu as certains phénomènes quantiques qui sont vrais et pas vrais en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont. Par exemple, tu as un électron, il est un peu partout dans une certaine zone, et quand tu le regardes, il se fixe dans une position. Je ne vais pas aller dans les explications de comment on le prouve, je sais juste que ça se prouve. J'ai oublié comment ça se prouve. Voilà, c'est pour ça que je vais pas aller dans les explications. C'est-à-dire que dans mon cerveau, je sais que ça se prouve. Je sais que j'ai déjà fait la démonstration, je l'ai déjà vue, j'ai déjà dit qu'elle était OK, mais j'ai oublié comment. C'était il y a longtemps que je faisais de la physique quantique, j'ai oublié comment ça se fait. Bref. Et donc l'idée c'est, OK, tu observes cet électron, et donc tu mets un chat dans une boîte, et tu relis un mécanisme d'empoisonnement, oui, c'est pas gentil pour le chat, qui s'active selon que l'électron est dans une certaine position ou l'autre. Tant que tu regardes pas l'électron, et bah, il est dans tous les états à la fois. Ok, donc le chat, il est mort ou il est vivant? Ah ah! Bonne question, très bonne question. C'est c'est pour ça que c'est connu, quoi. C'est parce que le paradoxe du chat de Schrödinger, bah, c'est une bonne question. C'est intéressant intellectuellement. Et bah, la question, c'est maintenant si tu fais ça avec un humain, il se passe quoi? Il y a une des réponses qui est incroyable, qui est que si t'es mort, tu te rends pas compte que t'es mort. En admettant qu'il n'y a pas de paradis, d'enfer et tout, si t'es mort, tu te rends pas compte que t'es mort, donc t'es forcément dans la version de l'univers où t'as survécu. Et donc c'est lié à la théorie des multivers, c'est-à-dire que c'est une théorie plus globale. En gros, tu as plusieurs théories des multivers. L'idée qu'il y a plusieurs univers. Soit tu as une théorie linéaire des multivers, c'est-à-dire que avant le Big Bang, en fait, il y avait un univers qui a rétréci, 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 jusqu'à se compacter assez fort pour que la lumière ne passe plus. Puis ça s'est rétracté, ça s'appelle le Big Bang. Et notre univers va mourir dans un Big Crunch, c'est-à-dire que la gravité va, au bout d'un moment, l'espace va retourner. Enfin, actuellement, l'univers s'étend, c'est-à-dire que l'espace s'étend, c'est-à-dire que tu prends 2 points dans la galaxie. Pas dans la galaxie, il faut aller plus loin que les galaxies. Mais bref, tu prends 2 points très loin dans l'espace, ils s'éloignent. Et que d'un moment, ils vont recommencer à se rapprocher et que ça va faire un truc très petit et qu'à la fin, ça va refaire un Big Bang et que ça fait des vagues comme ça à l'infini. T'as la théorie des univers parallèles. Alors ça, c'est différent. C'est juste, bah, t'as plein d'univers en même temps. Voilà, voilà. Et t'as la théorie que à chaque fois que tu fais un choix, en fait, tu crées un univers parallèle. T'as 2 univers. Et dans un univers, t'as fait le choix A et dans un univers, t'as fait le choix 2. Donc, t'es toujours dans l'univers où t'as survécu. Puisque si t'es mort, tu te rends pas compte. Donc, tu es toujours dans l'univers où tu as traversé le passage piéton au bon moment. Tu es toujours dans l'univers où
un mec dans un sous-marin, un Russe dans un sous-marin n'a pas activé la bombe nucléaire. T'es toujours dans l'univers où l'IA nous a pas tous butés. T'es toujours dans l'univers où t'as survécu. Bah, c'est la même chose. Voilà, digression finie. Et donc, il y a la version mindfuck de ça, genre qui te tempête le cerveau, c'est qu'en fait, tu vas survivre à l'infini. Genre, t'es immortel. Les autres autour de toi sont pas immortels parce que tu peux te retrouver dans la version de l'univers où eux meurent. Mais toi, tu vas survivre. Puisque t'es toujours dans la version, t'es toujours conscient que de la version où tu survis. C'est un mindfuck. C'est peu probable que ce soit vrai, mais c'est un mindfuck et c'est sympa en tant qu'expérience de pensée. Bref, sujet de base, la révolution industrielle. Ok, la révolution agricole a provoqué des changements majeurs, qui nous ont rendus globalement plus intelligents, qui nous ont fait marcher plus vite. Cherche pas, ça nous a fait marcher plus vite, qui ont réduit le ratio taille-hanche, surtout chez les femmes, et plein d'autres trucs. Et qui nous ont rendus plus grands aussi. Bref, plein d'autres trucs. La révolution industrielle va probablement avoir les mêmes effets. Ou pas. Ou pas. Ça se discute. Ça dépend en fait de s'il y a une sélection naturelle qui est toujours à l'œuvre ou pas. Et encore une fois, à l'époque, on était. Donc Darwin. Darwin sort son livre sur la sélection naturelle. C'est un banger, d'accord? C'est-à-dire que le mec a mis, je sais pas combien d'années, mais c'est beaucoup en tout cas, a juste pensé à tous les contre-arguments qu'on lui sortirait parce que l'idée est révolutionnaire à son époque. Et il les a tous anticipés, il les a tous contrés dans le livre. Il est trop fort. Voilà, il est trop fort ce bâtard. Et donc on arrive, on est en mode, ok, révolution, let's go. Révolution scientifique, pas révolution industrielle, évidemment. Donc la sélection naturelle, c'est l'idée de dire, bah, il y a une pression de l'environnement qui fait que ceux qui ne sont pas adaptés à l'environnement, bah, ils crèvent, ils ne font pas d'enfants. Et vu qu'ils ne font pas d'enfants, et bah, leurs gènes disparaissent. Donc les caractères génétiques des espèces évoluent avec le temps en fonction de la pression de l'environnement. Et après, on a découvert la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, c'est un truc qui, à la base, va... En fait, on s'en est rendu compte avec certains caractères qui sont sélectionnés, mais qui ne sont pas utiles pour survivre. Par exemple, la queue du pan. Et oui, je ne ferai pas de blague avec le fait que je vais répéter que beaucoup de fois pendant ce passage. Surtout que le pan a une grosse queue. Oui, je joue sur l'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Ce qui ne sert à rien, en fait. C'est-à-dire que ça le rend plus visible des prédateurs, surtout qu'il a décidé d'en avoir une colorée et tout. Ça l'empêche de fuir, c'est de la merde. Niveau pression sélective, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte que ça permet d'attirer plus de femelles. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui s'appelle la théorie du handicap. En gros, ça montre que, frérot, j'ai un handicap et je survis quand même. Donc le reste de mes gènes, putain bien, c'est de la qualité. Ça s'appelle une théorie du handicap. Alors ça, c'est une théorie évolutive, mais c'est aussi une théorie sociale plus générale. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est plus stylé quand un pauvre devient multimillionnaire. T'es en mode, bah, il est parti avec un handicap, tu vois, et il a quand même réussi. C'est plus stylé de gagner une course quand t'as des points au pied. C'est magique. Théorie du handicap. Bah là, c'est la même chose, mais d'un point de vue évolutif. Donc on s'est rendu compte qu'il y a un truc qui s'appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qui permet de survivre, il y a ce qui permet de se reproduire. Donc il y a ce qui permet d'éviter la mort, quoi, et il y a ce qui permet d'attirer le sexe opposé. Et parfois ces deux choses sont en contradiction. Souvent c'est relativement aligné, c'est-à-dire que ce qui permet d'éviter la mort permet aussi d'attirer le sexe opposé. Et parfois c'est juste décorrélé. Il n'y a aucun rapport. Par exemple, je bois parce que j'ai pas d'exemple en tête. Voilà, clairement. Mais ça arrive. Et donc, actuellement, il y a une tendance à dire oui, mais il n'y a plus de sélection naturelle. Puisqu'en fait, on a de la nourriture pour tout le monde. Presque tout le monde. Il y a quand même plusieurs centaines de millions de personnes qui sont dans la famine, mais si on n'était pas con, actuellement, avec les productions actuelles de l'humanité, hein, il y a de quoi nourrir des milliards d'individus. Donc, si on n'était pas con, il y aurait de quoi faire survivre tout le monde. Mais bref, en Europe, on va dire en Occident, plus personne ne meurt prématurément des suites d'un manque de calories, des suites d'un manque de ressources. Donc on a tendance à dire oui, mais il n'y a plus de sélection naturelle. C'est pas faux. Factuellement, les handicapés ne meurent plus, ce qui est une bonne chose. Enfin, c'est quand même, ça reste une bonne chose. Mais donc, les obèses ne meurent plus. Enfin, genre, t'as pas de raison de mourir prématurément en Europe ou en Occident en général, sauf si t'as certaines maladies. Mais voilà,
Donc on a dit, il n'y a plus de sélection naturelle, donc notre génome va se diversifier. Et oui, puisqu'en fait, s'il n'y a plus de sélection naturelle, les micro-mutations qu'il y a dans ton génome, c'est comme ça que l'évolution arrive. C'est pour ça que tu te retrouves avec des changements. Si tu as une population d'oiseaux, ils sont tous très clairs, bah, tu peux avoir des micro-mutations qui font que d'un coup, il y en a un qui est un peu plus foncé. Ou l'inverse. Donc ces mutations, elles vont continuer d'arriver, sauf qu'il n'y en a aucune qui va être meilleure que l'autre, on va dire. Donc l'humanité va diverger. Genre vraiment, on va avoir des différences génétiques de fou. À l'infini, en fait. Oui, sauf qu'en fait, on a aussi de la sélection sexuelle. C'est-à-dire que ce qui est attirant pour le sexe opposé, peu importe le sexe opposé, ça reste généralement la même chose, quoi. Ça n'a pas beaucoup évolué. Donc en fait, si on a toujours une sélection, juste elle est différente. Et là on voit les problèmes. Là on voit les problèmes. Par exemple, c'est probable que... Donc en gros, on est dans une société où pour avoir du statut, tu as plusieurs moyens, mais oh, le moyen principal, c'est la carrière. Donc le métier, tout ça, tout ça. Ce qui est quand même un des... Ok, faut regarder en gros la natalité. Quel groupe fait des enfants, ce genre de choses. Et on se rend compte d'un truc moyennement sympa. Enfin, moyennement sympa. C'est que par exemple, avec la révolution agricole, le QI a augmenté. Génétiquement. La composante génétique du QI a augmenté. Et la composante génétique du surpoids a baissé dans la population. Et ben avec la révolution industrielle, on commence à voir l'inverse. Pourquoi? Très bonne question. Très bonne question. En fait, c'est parce que la richesse, en gros, on va le mettre basique. Plus t'es con, plus t'es gros, plus tu fais des enfants. C'est les stats. C'est pas moi qui ai choisi, c'est comme ça que ça marche. Donc, ces traits sont sélectionnés. Et à l'inverse, plus t'es maigre et plus t'es intelligent, on va dire. Bah, c'est dur de dire que le QI c'est l'intelligence, mais plus t'as un QI élevé, plus t'es maigre, plus moins tu fais d'enfants. Ce qui est pas ouf en fait. Puisque du coup, ça fait que si on continue les courbes, et attention, je ne suis pas un grand fan de continuer les courbes en tout ce qui est démographie, natalité et tout, pour prédire le futur, augmenter les courbes, enfin, continuer les courbes, c'est pas une très bonne idée. Mais bref, si on continue les courbes, dans 70 ans, on a un écart type de différence dans le QI. Ça veut dire que, un écart type, ça veut dire que genre, attends, on est à 30, 80, ça veut dire que le QI moyen, dans 70 ans, si on continue en Europe comme on y va maintenant, quoi, sera de 80. QI actuel, parce qu'en fait, le QI est, comment on pourrait expliquer? Est recalculé chaque année pour que la moyenne soit à 100. C'est la définition de 100 de QI, c'est que tu es dans la moyenne. Genre tu prends la courbe de Gauss du QI, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont au milieu, tu as quelques gens qui sont très hauts, quelques gens qui sont très bas. 100, c'est ce qui sépare parfaitement les deux. Donc on actualise le QI à chaque année. Mais donc, dans 70 ans, on aura probablement des gens, enfin la moyenne sera à 80 QI actuel. Ce qui est un peu flippant en fait, si tu as vu le film Idiocratie, bah c'est pas ouf. Voilà, c'est-à-dire que le film Idiocratie, c'est basique, c'est un mec. Il se retrouve dans le futur, je sais plus pourquoi, je crois qu'il a été congelé. Bref, c'est un mec, actuellement, il est pas très malin, quoi. Mais ça va, il s'en sort. Et il se retrouve dans le futur. Et tout le monde est débile. Vraiment débile. Et le mec paraît pour un génie, du coup. Il a un QI normal, hein. Enfin, il est intelligemment normal. Ça veut rien dire intelligemment normal, mais t'as capté. Et c'est très drôle. Et j'ai pas vu le film, hein, mais je connais le scénario tellement on me l'a raconté. Et donc voilà, on peut se poser la question de qu'est-ce que la révolution industrielle fait avec notre putain de génétique. Et on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que la révolution industrielle fait avec nos putains de corps. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais basiquement, on a réussi à tout empoisonner. Je sais pas comment on a fait. Voilà, c'est mystérieux. Enfin, en fait, si, je sais comment on a fait. Je sais même pourquoi on l'a fait. On l'a fait probablement pour l'argent. Probablement. Tout. Ok. euh, la fertilité. Et quand je dis la fertilité, je veux pas dire le nombre d'enfants par femme, hein. Je veux dire la capacité à faire des enfants. La capacité physique à faire des enfants. La qualité, le nombre de spermatozoïdes, la qualité des ovaires, ce genre de choses, a baissé de 50% en 50 ans. C'est réduit par deux. En Europe, en tout cas. C'est beaucoup. Et explication principale, les perturbateurs endocriniens. Alors, je suis toujours pas endocrinologue, mais j'ai écouté deux trois podcasts d'Huberman, ça va, je m'en sors.
Si tu blagues, mais quand même, allez écouter le podcast d'Andrew Huberman. On parlait au début de genre des podcasteurs qui sont trop forts. Lui, il est trop fort. Dans son domaine, dans sa niche, mais il est trop fort. Bref, les perturbateurs endocriniens, c'est des trucs qui feront niquer tes hormones. Les hormones, c'est quoi? C'est des molécules qui transmettent des messages à ton corps. C'est basique, ça va d'un organe à l'autre, et c'est pour dire, par exemple, quand tu arrives à un certain âge, et que tu as assez de stock de gras, et que... C'est tout, en fait. Tu as des hormones qui s'appellent la testostérone, qui commence à être produite, et qui va dire à certains de tes organes d'évoluer d'une certaine façon. Ça va dire à ta masse osseuse d'augmenter, ça va dire à... C'est ce qui va faire que ta masse osseuse augmente, c'est ce qui va faire que tu commences à avoir des érections, c'est ce qui va faire que tu commences à avoir des poils sur le visage et sur le torse et à d'autres endroits. Bref, les hormones, c'est des messagers. Ok, sauf que les hormones, en fait, c'est très sensible. C'est-à-dire que en termes de quantité, tu as vraiment peu d'hormones. Tu as vraiment peu de molécules qui servent à lancer des messages. Et tu en as pour tout, hein. Ce qui fait que tu as faim ou pas faim, c'est une hormone. Ce qui fait que tu grandis ou pas, c'est une hormone. Ce qui fait que tu as sommeil ou pas, c'est une hormone. Ce qui fait que tu te sens fatigué et c'est pas la... Enfin, ce qui fait que tu es fatigué et c'est pas la même chose que d'avoir envie de dormir, c'est une hormone, c'est une autre hormone. Ce qui fait que tu es excité, ce qui fait que tu as peur, c'est une hormone. Bref, tout est une hormone. Pas tout, mais la plupart des choses. Ce qui fait que tu es heureux, c'est des hormones. Ce qui fait que tu es excité, c'est des hormones. Enfin, excité au sens motivé, c'est des hormones. Bref, beaucoup de choses sont des hormones. Et on a un truc qui s'appelle des perturbateurs endocriniens. C'est en gros des molécules qui ressemblent à des hormones mais qui n'en sont pas. Et qui viennent niquer le système. Voilà, de manière basique. Et on en a foutu partout. C'est-à-dire qu'avant, des perturbateurs endocriniens, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait l'alcool, et c'est tout. L'alcool est un perturbateur endocrinien, c'est tout. Et encore. Enfin, ça va. Disons que c'est un perturbateur endocrinien direct, c'est-à-dire qu'il affecte les organes qui produisent les hormones. Ça fait pas, c'est pas des molécules qui ressemblent à tes hormones et donc qui viennent tout niquer dans le système. C'est un perturbateur endocrinien honnête, on va dire. Je viens d'inventer la catégorie, hein, ça n'existe pas cette catégorie scientifique. C'est pas une catégorie scientifique, mais j'aime bien. Et donc on en a foutu partout. Par exemple, le plastique, qui est quand même ce qu'on a foutu partout. Mais vraiment, il y a du plastique partout, mais c'est une dinguerie de à quel point il y en a partout. Est un perturbateur, enfin, contient des perturbateurs endocriniens qui mimiquent. En gros, c'est des molécules qui ressemblent à des œstrogènes, qui sont des hormones féminines. Le truc étant que le rapport testostérone sur oestrogène définit pas mal de choses dans ton corps, notamment l'expression de tes caractères sexuels masculins, donc barbe, euh, pénis, il y a quoi d'autre? Muscles, densité d'ossature, agressivité, prise de risque, ce genre de choses. Et donc plus tu as d'oestrogène, moins tu as ces caractéristiques. Et à l'inverse, chez les femmes, le taux d'oestrogène définit les caractères féminins. Mais trop d'oestrogène, en gros, si le corps enregistre qu'il a des oestrogènes qui viennent de l'extérieur, il arrête de produire les siens. Et vu que c'est pas exactement des oestrogènes, vu que c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est des trucs qui ressemblent à des oestrogènes mais qui ne sont pas. Ça a les effets des oestrogènes, mais ça n'en est pas vraiment. Et du coup, ça réduit la fertilité aussi. C'est-à-dire que le corps arrête de produire des vrais oestrogènes et se retrouve avec des faux oestrogènes, entre guillemets. La science, c'est trop compliqué, j'ai pas exactement compris comment ça fonctionne, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Et qui fait que la fertilité baisse aussi. Voilà, voilà. Et que ça provoque plein de problèmes de santé. Enfin, faut voir que, à une époque, il y a une époque où l'infertilité, c'était inexistant. Mais pas, quand je dis inexistant, je veux dire c'était genre 3% de la population max. Et actuellement, c'est normal. C'est tiré à blanc, c'est vraiment basique dans l'humanité. Et donc, on a foutu des perturbateurs endocriniens partout. Mais quand je dis partout, c'est-à-dire que le plastique, ok. Il y en a dans le plastique. Cool. Le plastique, il y en a où? Bon, il y en a dans les objets en plastique. Genre ça, c'est en plastique. Pas ouf. Mais ok, c'est quelques objets. On a foutu dans les vêtements. Le polyester, c'est un dérivé du plastique. Et on en a foutu partout dans les vêtements. Donc depuis que j'ai découvert ça, je suis parano et je n'achète plus de vêtements avec du polyester, quasiment plus. Mais par exemple, ça, c'est du caoutchouc, c'est du plastique. Dans le caoutchouc, il y a du plastique. Ma montre, elle est en métal, ça va. Mais mon autre montre est en caoutchouc aussi. Ça, c'est en coton. Mais la plupart des chemises sont en polyester. Ça, c'est en laine, mais la plupart des pantalons sont en polyester. Tous les vêtements sont en polyester, en fait. Les bouteilles d'eau. On a décidé qu'on vendrait des bouteilles plastiques.
Ah, c'est super ça. C'est une bonne idée, hein. Sauf que du coup, il y a des particules de microplastiques qui se retrouvent dans ton corps. Parce qu'elles se retrouvent dans l'eau que tu bois et donc elles se retrouvent dans ton corps. J'ai vu des bonnes idées, hein. J'ai vu des. Mais non. Alors, c'est pas le cas dans la plupart des villes en France, mais le fluor est aussi un perturbateur endocrinien. Ça réduit de fou la testostérone pour plein de raisons différentes. On a décidé d'en foutre dans l'eau potable. Alors, pas en France. Dieu merci, il y a un mec en France qui a été intelligent. Mais aux États-Unis, la plupart des villes, dans la plupart des États, il y a de l'eau est fluoridée. Pourquoi? Parce que c'est aussi ce qu'il y a dans le dentifrice. Sauf que dans le dentifrice, c'est pas dans des doses assez hautes et c'est pas, enfin, t'avales pas ton dentifrice quoi. Donc ça fait pas d'effet. Parce que ça aide à l'hygiène dentaire. Ce qui est vrai, hein. Enfin, ça aide à la reconstruction de l'émail dentaire, si j'ai bien compris. Enfin, à la recalcification des dents. Et donc, on s'est dit, bah, pour lutter contre les caries, on fout du fluor dans l'eau. Vous êtes des génies, les mecs, vous êtes des génies. Voilà. Et c'est quelques exemples. Mais de toute façon, c'est un podcast de 12 heures, donc il y a le temps d'aller dans les exemples. Euh, Comment on va le faire gentiment? Sur les conséquences de la révolution industrielle. Ah oui, aussi, là, comment on le met gentiment? Oh, la plupart de tes cycles hormonaux sont régulés par ton rythme circadien, c'est-à-dire, en gros, bah, quand il fait jour, tu te réveilles, quand il fait nuit, tu t'endors. Sauf que nos rythmes circadiens sont totalement niqués puisqu'on est sédentaire et qu'on voit pas la lumière du jour. Et quand je dis qu'on voit pas la lumière du jour, c'est-à-dire qu'on la voit, mais à travers des fenêtres. Et en fait, ce qui est, par exemple, pour réguler ton rythme circadien, normalement, quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu as du soleil dans ta gueule, mais dans ta gueule directement. Parce qu'en fait, tu as des cellules qui s'appellent les cellules photoréceptrices, qui sont au fond de ton œil, et qui, dès qu'elles reçoivent de la lumière du soleil direct, pas à travers une fenêtre, direct, envoient un signal à ton cerveau qui produit du cortisol, qui est une hormone de stress, et qui permet de te réveiller. Gros, tu as un pic de cortisol quand tu te réveilles, pas quand tu te réveilles, quand tu vois de la lumière. Ce qui normalement à l'époque était quand tu te réveilles, mais maintenant ça l'est plus. Et enfin, je crois que c'est 12-14 heures après, tu commences à avoir sommeil. Genre tu commences à produire de la mélatonine, qui est l'hormone qui te fait dormir. On a arrêté. Bah oui, c'est très simple, on a des fenêtres, frérot, on voit pas le soleil, on voit pas la lumière du soleil le jour, enfin on la voit pas directement. Du coup, on n'a pas le pic de cortisol, ou alors on l'a trop tard, ce qui fait que bah, on nique notre rythme de sommeil. Et dormir, c'est ultra important pour les hormones. Genre, en fait, quand tu dors, c'est là qu'il y a tous les trucs bons pour la santé qui se passent. Tout, genre tout, ta croissance, ta testostérone, la régulation de tes hormones, la régulation de ton humeur, la consolidation de ta mémoire. C'est une dinguerie. La, pas la digestion, mais la production d'enzymes qui permettront de digérer le lendemain. Tout se passe pendant le sommeil. Et en fait, on a niqué notre sommeil parce que pourquoi pas. C'est- Et c'est une conséquence directe de la révolution industrielle. En termes de perturbateurs endocriniens, il y a quoi d'autre? Ah oui, on a décidé que putain, on a inventé les poils en téflon. Idée de génie. Idée de génie, l'aliment, il ne colle pas au fond. Donc t'as pas à nettoyer. C'est cool, hein. C'est cool, mais ça t'empoisonne. Voilà. Ce qui fait que c'est interdit maintenant, je crois. Enfin, j'espère. Sinon, c'est triste. Ah oui, les pesticides. Quasiment tous les pesticides sont mauvais pour la santé, provoquent des cancers et sont des perturbateurs endocriniens de bâtards. On en a foutu partout. Mais vraiment, genre. C'est d'ailleurs pour ça que si tu vas au Japon, ils ont gentiment dit non aux pesticides qu'on utilise en Europe et à peu près partout dans le reste du monde. Et donc la bouffe est sans perturbateurs endocriniens. Et sans, mais zéro. Guess what? Tes hormones vont mieux. Les gens qui ont des problèmes thyroïdiens, qui sont provoqués en partie par des problèmes hormonaux, ils se sentent mieux quand ils vont au Japon. C'est magique. En fait, si t'empoisonnes pas la bouffe, bah, les gens ils sont pas empoisonnés. C'est fou ça. Autre conséquence de la révolution industrielle. L'agriculture s'est fait niquer. Quand je dis que l'agriculture s'est fait niquer, c'est un bel euphémisme quoi. C'est-à-dire que vraiment, on a tout niqué. C'est fou de réussir à tout niquer à ce point. Et je sens que je commence à fatiguer. Alors qu'on est que à 1h30. Oh putain, ça va être sportif. Par exemple, des fruits. Tu dis, je mange des fruits, j'ai des vitamines, cool. Bah oui, mais non, t'en as 50 fois moins qu'à l'époque. Et quand je dis à l'époque, je veux dire il y a moins de 90 ans. C'est-à-dire que ton arrière-arrière-grand-père, quand il mangeait une pomme, il avait autant de vitamines que si toi t'en mangeais 50. Voilà, voilà, c'est grave comment on a fait ça. En fait,
sélectionner les fruits. Donc en gros, si tu vois à quoi ressemble un fruit à l'époque du Paléolithique, tu dis qu'est-ce qu'on a foutu? C'est pas un fruit ça. Euh, Parce que c'était petit, maigre, amer, dégueulasse. Voilà. Puis on les a sélectionnés. C'est-à-dire que quand t'en as un qui est un peu plus gros que l'autre, qui est d'une couleur un peu plus sympathique, tu l'utilises pour la reproduction et tu manges l'autre. Et tu fais ça sur suffisamment longtemps et ah magie, t'as des beaux fruits à la fin. Sauf que à la fin, bah, t'as tellement sélectionné pour la taille, le sucre, enfin la composition en sucre, enfin la quantité de sucre pour que ce soit pas amer, la couleur, que t'as oublié un truc, c'est que en fait, bah, y a plus de vitamines dedans. Bon, à l'époque, on le savait pas. Pour leur défense, à l'époque, on savait pas que ça enlevait les vitamines. Et du coup, c'est dommage, hein. Plus de vitamines dans les fruits. Pareil, on a inventé. En fait, on a réussi à rendre faux des vrais aliments. C'est-à-dire que je mange régulièrement des steaks hachés. Ok. Et d'habitude, je prends instinctivement, tu vois. Et c'est toujours des steaks hachés 100% pur bœuf. Et là, erreur, je prends des steaks hachés pas 100% pur bœuf. Parce que dans ma tête, un steak haché, c'est un steak haché. Tu prends un bœuf, tu prends de la viande de bœuf, tu la coupes en très petits morceaux, tu recolles tout ça. C'est basiquement comme ça qu'on fait un steak haché. Et oh, magie, t'as un steak haché. Et non, 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 non. C'était sans compter sur la révolution industrielle, sur la chimie. Les mecs font des satanisteries et tu le vois pas venir. Donc là, je vois un steak haché et je me rends compte qu'il cuit bizarrement. En fait, il cuit, genre je le mange, il est plus croustillant, il est plus salé, il est meilleur au goût. Mais c'est pas, enfin, c'est pas un goût normal de steak haché, quoi. Je regarde la composition. Bœuf, 40%. J'ai acheté un steak haché de bœuf, dont la moitié n'est même pas du bœuf. Putain de génie, voilà. Et donc le reste, c'est des protéines de soja et tout. Des trucs qui sont pas ouf. Ah oui, le soja, c'est mauvais pour la testostérone parce qu'en fait, ça mimique pareil des. Je crois que ça mimique la progestérone et pas les oestrogènes. Je sais plus exactement, mais bref, c'est pas très bon pour la testostérone. Indépendamment de ça, tout ce qui est transformé a été transformé chimiquement. Et donc, si ça pousse pas dans un arbre, si tu peux pas le chasser, si ça pousse pas depuis le sol, c'est probablement une mauvaise idée de le manger. Probablement, très probablement. Le parfum. La plupart du temps, pas tous les parfums, mais la plupart des parfums sont en fait des perturbateurs endocriniens parce qu'ils contiennent une molécule très compliquée dont j'ai oublié le nom. Sauf qu'on a foutu du parfum partout. Partout, mais partout, mais partout, mais partout. Et surtout qu'on s'en fout sur la peau, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est. Et en plus, le truc qui est bien avec le parfum, c'est qu'on le met aux endroits sensibles de la peau. C'est-à-dire que ta peau est plus ou moins épaisse selon les endroits, selon qu'elle a besoin d'être épaisse. Et donc, par exemple, les endroits les moins épais, c'est les poignets. Et en fait, c'est pour ça qu'on met du parfum là. C'est parce que c'est là que ça effuse le plus. Effuser, je suis pas sûr que ce soit un verbe, c'est pas grave. Le- Cette partie-là, du coup, bref, là où on met du parfum. Alors que par exemple, je sais pas, la peau de tes mains et de ton visage sont ultra solides. Beaucoup plus solides et beaucoup plus épaisses. Donc si tu touches quelque chose avec tes mains, t'as moins du truc que tu touches qui rentre dans ton corps que si tu touches avec le bas du poignet. Mais le truc, c'est que le parfum, il n'y en a pas juste dans le parfum. Eh oui, 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 tu croyais que. On a foutu dans le déodorant. Bon, pourquoi pas. On a foutu dans la lessive. On a foutu dans le savon. On a foutu partout. Et pareil, sur les pesticides, j'ai failli oublier de le dire, mais. Et c'est là que la voix commence à prendre cher. Je crois que je vais pas réussir. Non, si, je vais réussir, évidemment. Quitte à chuchoter à la fin. Quitte à être comme ça. En mode, je peux plus parler. On va le faire quand même. Je t'ai dit, genre, chemise en coton. Pour remplacer le polyester, évidemment. Le coton, c'est. Bon, déjà, environnement- environnementalement parlant. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. C'est un désastre parce qu'en fait, c'est l'une des plantes qui nécessite le plus d'eau pour pousser. C'est aberrant à quel point le coton, ça bouffe de l'eau. Et surtout, c'est l'une des plantes les plus pesticidées. Parce que produite majoritairement dans des pays qui n'en ont pas grand-chose à faire des normes écologiques, évidemment. Et donc le Bangladesh, l'Inde, euh, comment ça s'appelle? Petit pays, l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan est tellement à fond sur la culture de coton que, en gros, ils font du travail forcé dans les champs pour tous les fonctionnaires. Pendant 2 mois par an pour qu'ils récoltent le coton. Ouais, c'est un peu obsessif, je suis d'accord. Et bref, le coton est ultra pesticidé. Et devine quoi?
des pesticides, Ibrou, dans ta peau. Ouais, ouais, c'est cool. C'est pour ça qu'il faut toujours bien laver ses vêtements en coton et tout. Mais même en les lavant beaucoup, genre, t'as quand même des traces, hein. C'est pas miraculeux. Donc voilà, la révolution industrielle, et ça, c'est juste sur ce qu'on mange, ce qu'on ingère dans notre corps. Mais il y a tellement de trucs qu'on a niqués. Par exemple, pour continuer sur le rythme circadien, on voit plus de lumière le matin. Mais en fait, on en voit aussi trop le soir. Et bon, je vais pas te faire tout le speech sur la lumière bleue, blablabla. T'as capté, tu connais. Tes darons t'ont probablement déjà fait chier avec ça. Mais en fait, c'est vrai, hein, faut les écouter pour une fois. Parce que sinon, la plupart du temps, les adultes te mentent. Mais là, ils mentent pas. Et bah spoiler, avoir de la lumière vive dans ta gueule après que la nuit soit tombée, c'est une mauvaise idée pour ton rythme circadien. Et avoir un bon rythme circadien, c'est basiquement survivre. C'est comment vivre longtemps, c'est comment être heureux. Ah oui, ça aussi, on n'en parle pas assez. Parce que je suis un mec assez heureux. Quand je dis assez heureux, c'est un euphémisme. Je suis plus heureux, genre, sur une base quotidienne, que 99% des gens que je connais. Et c'est un euphémisme. Je suis plus heureux que 100% des gens que je connais. Et en fait, c'est juste parce que je fais du sport. Ah oui, aussi, on a décidé qu'on aurait un mode de vie sédentaire. Belle idée, hein. Belle idée, sauf que, en fait, le problème, c'est que le corps, là, pour l'instant, il n'est pas encore adapté à la révolution industrielle. Quand je dis pas encore adapté, c'est pas adapté du tout. Il est encore adapté à la révolution agricole. Donc on est fait pour courir partout, basiquement. Et pour faire des efforts physiques intenses. Dommage. C'est fort dommage, ça. Parce que du coup, en fait, quand tu t'assois longtemps, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, rien de bien. Rien de bien, à tel point qu'en fait, tu augmentes ton hormone de cortisol. Le cortisol, c'est basiquement le stress. Et tu réduis ta sérotonine. T'es moins heureux. Littéralement, plus t'es assis, moins t'es heureux. L'équation, elle est basique. Plus tu marches, plus t'es heureux. C'est basique. On voit pas aussi assez le soleil, vu qu'on est à l'intérieur et qu'on bouge pas. Et tu te dis, oui, c'est cool de voir le soleil, mais enfin, c'est sympa, hein, mais ça change quoi? Ça change que t'as pas de putain de vitamine D dans ton corps. C'est pour ça qu'on est obligé de se supplémenter en vitamine D. Alors, en Europe, c'est mieux de se supplémenter en vitamine D l'hiver, parce que bah, y a vraiment pas de soleil, mais en fait, la plupart des gens, ils devraient se supplémenter l'été. Ou alors, sortir de chez eux, bordel. Et je dis ça, hein, moi je le faisais pas, hein. Quand j'étais à 10 heures de YouTube par jour, t'inquiète que le soleil, je le voyais jamais, hein. Mais il se trouve que c'est quelque chose à faire en fait. Il se trouve que c'est nécessaire, dit-il, alors que, en fait, si j'ai vu le soleil aujourd'hui, ce matin, mais pendant 12 heures, du coup, je vais pas le voir beaucoup. Et la vitamine D, c'est ultra important pour ton humeur, ta densité osseuse, basiquement, voir de la vitamine, enfin, voir le soleil, ça t'évite de te casser les os. Et quand je dis ton humeur, je veux dire la régulation de ton humeur, ça t'évite de. Enfin, ça te rend plus heureux, quoi. C'est magique. Et ta testostérone. Tiens, tiens, tiens. On voit des trucs qui se répètent quand même. On voit des schémas se répéter. Et donc ta fertilité, in fine. Et tu peux dire, ok, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma testostérone? Ok, la testostérone est très corrélée, chez les mecs en tout cas, à la capacité de faire des choses difficiles. Et c'est pas à la capacité de faire des choses difficiles, à quel point quelque chose de difficile te paraît difficile. C'est-à-dire que si t'as beaucoup de testostérone, tu fais un truc dur et t'es en mode pff, tranquille, hein. Et si t'en as pas beaucoup, tu fais un truc dur et t'es en mode putain, c'est l'enfer. Et guess what? Devine quoi? Quand les trucs durs te paraissent faciles, et bah t'es heureux. Voilà, la vie paraît bien. Et tu peux prendre des challenges de plus en plus gros et t'augmentes ta confiance en toi et pas. T'es mal le rappel que je viens de faire au point précédent. Ou précédent, je sais plus. On a aussi décidé que être heureux, non, avoir du plaisir, oui. C'est-à-dire que basiquement, genre, ça c'est de la coke, hein. Qu'est-ce que je viens de faire là? À tout moment, je viens de couper le truc et ce serait tragique. Non, ça fonctionne toujours. Bref, ça c'est de la coke en poche, hein. C'est magique. C'est-à-dire que, à l'époque, notre cerveau a évolué pour avoir un stimulus du coup, et être assez concentré sur les exceptions. C'est-à-dire que tu te balades dans la jungle, t'as pas grand-chose à comprendre, tu dois juste être attentif parce qu'à tout moment, il y a un serpent qui vient te casser la gueule. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un réflexe à la con, qui est que chez genre 99% des individus, enfin bref, chez une grande majorité de la population, si je te mets un objet qui ressemble à un serpent dans ta vision périphérique, tu sursautes. Voilà, et tu peux pas le contrôler, tu sursautes. C'est parce que c'est un réflexe, parce que ton cerveau est fait pour reconnaître des serpents et être en mode,
faut se barrer. Bref, on est fait pour se concentrer beaucoup, longtemps, mais pas avec beaucoup d'éléments. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé des shorts. On a inventé YouTube aussi. On a inventé les films, mais surtout on a inventé YouTube et les shorts et TikTok et ce genre de trucs. Bref, des contenus courts. Ce qui fait que tu peux changer d'environnement. Genre quand je dis changer d'environnement, je veux dire contextuellement changer d'environnement en 2 secondes. Voilà, c'est-à-dire qu'un jour tu regardes une meuf qui cherche un appart à Tokyo et la seconde d'après, enfin 2 secondes après, tu regardes un mec qui grimpe des arbres. Et ton cerveau il comprend pas. Et il croit qu'il comprend, mais il est fasciné parce que c'est tellement d'informations, genre. T'as une partie de ton cerveau qui débranche et c'est la zone qui est liée avec la conscience. Putain, va falloir parler de la conscience aussi. Compliqué. Mais bref, c'est la zone qui est liée à la conscience. Et donc en fait, t'as plus conscience de ce que tu fais. T'as moins conscience de ce que tu fais. Et t'es surstimulé. Et quand on dit surstimulé, genre, c'est l'équivalent moderne, enfin c'est l'équivalent intellectuel de manger au McDo tous les jours, quoi. C'est-à-dire que t'as trop d'informations. Et ton cerveau, après, bah, il est KO. KO technique. Et en plus, tu dors mal, après. Donc, ton cerveau, il se répare pas. Donc, le chaos technique, il continue, tu vois. C'est un chaos technique, mais tu te remets jamais, quoi. Voilà, c'est une satellite story. C'est une satellite story comme on a rarement vu. Comment arrêter? Juste arrête, en fait. Enfin, juste, il y a une app qui s'appelle Stay Free, qui permet de bloquer les shorts, qui permet de bloquer TikTok, qui permet de bloquer certaines applications pendant un certain temps ou à partir de certaines heures. Fais ça. Si tu n'y arrives pas, si ça marche pas, euh, sur iPhone, tu as un truc pour bloquer certaines applications à partir de certaines heures ou après un certain temps en donnant un code à quelqu'un que tu connais. Et si la personne ne te donne pas le code, bah, tu peux pas le débloquer. Ça marche très bien. J'ai un cousin qui fait ça, ça marche très bien. Et sinon, juste balance ton téléphone par la fenêtre. Ça fonctionne aussi. Un peu extrême. Mais ça fonctionne. Un peu violent. Mais ça fonctionne. Et en même temps, c'est un peu violent de réduire son espérance de vie à ce point-là. Ça aussi, on n'en parle pas assez. Mais les États-Unis, pour la première fois, viennent de réduire leur espérance de vie. Et en Europe, on n'est pas loin derrière. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a les pays du Nord qui continuent, quoi, mais en Europe du Sud, on n'est pas loin derrière. La réduction de l'espérance de vie, c'est pas ouf comme concept. Surtout que, en fait, on entend réduction d'espérance de vie, mais on entend aussi réduction d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est-à-dire que, ok, on pense que à l'époque, genre, en gros, il y a un gros cliché sur l'espérance de vie que j'avais avant, hein. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que ça m'a traumatisé quand j'ai appris que c'était pas le cas. On pense que les gens vivaient pas longtemps du tout. Genre, qu'ils mouraient à 40 ans. C'est pas vrai. La plupart des gens vivaient jusqu'à 70 ans, 80 ans. Et ce qui fait que l'espérance de vie est si basse, quand tu remontes avant la révolution industrielle, basiquement, c'est que c'est une moyenne. Et qu'à l'époque, la mortalité infantile est énorme. C'est-à-dire que, basiquement, en gros, si tu passes tes 5 ans, tu vis probablement jusqu'à 70-80 ans. Mais la plupart des gens passent pas les 5 ans. Ce qui est tragique. Et c'est aussi pour ça que les gens avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Genre, si t'as 11 enfants, oui, mais il y en a 5 qui survivent. Donc en fait, t'as 5 enfants. Et donc, en fait, la mortalité à l'époque était très faible. Et un autre truc qu'on a dit avec la révolution industrielle, en fait, il y a plein de maladies qui n'existent pas. Voilà, tu crois que c'est des maladies, tu crois que c'est normal, c'est pas normal. Par exemple, les problèmes de dents. J'ai dû aller chez un putain d'orthodontiste, j'ai dû avoir un appareil dentaire parce que j'ai une dent qui s'est barrée, t'as capté? Les problèmes de dents, ça n'existe pas. Comment on le sait? Parce qu'on a 1 milliard de crânes pré-révolution industrielle, pas 1 milliard, mais en gros, on a plein de crânes pré-révolution industrielle qui sont dans les catacombes. Et donc, par exemple, on étudie les crânes dans les catacombes de Paris, et c'est flippant parce qu'en fait, ils ont tous des dents nickel. Quand je dis nickel, c'est que ces bâtards, ils ont pas de caries. Les dents, elles sont alignées, mais j'ai jamais vu un truc plus aligné de ma vie. Et en fait, tout va bien. La mâchoire va bien. Pourquoi on a tout niqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est normal d'aller chez le dentiste? À l'époque, il y a probablement 3% des gens qui auraient eu besoin d'un dentiste un jour dans leur vie. Parce que pas de caries et pas de dents désalignées, ou d'un orthodontiste. Parce que on a décidé que la nourriture serait plus molle. Et genre beaucoup plus molle. Tu te rends pas compte à quel point la nourriture qu'on mangeait à l'époque était 10 fois plus dure que ce qu'on mange maintenant. Et je dis ça, j'ai un régime plutôt très sain, avec des aliments très naturels et tout. Donc ça va, genre, depuis ça va, j'ai de la mâchoire ok.
Mais par exemple, si tu manges, je sais pas, le pain de mie, invention du diable, c'est mou, ça sert à rien. Les céréales, invention du diable, c'est mou, ça sert à rien. Ça, genre, littéralement, ça nique ta mâchoire. Et ensuite, on a décidé qu'on mangerait ultra sucré. Et devine quoi? Le sucre, c'est pas bon pour la santé. Genre, vraiment pas bon. Et devine pourquoi on mange ultra sucré? Parce que c'est addictif. Et le sucre est la seule. Genre, t'as glucides, lipides, protéines. Donc, les glucides, c'est basiquement le sucre. Les lipides, c'est la graisse. Les protéines, c'est les protéines. Il n'y a rien d'autre à dire. Si tu manges trop de protéines, tu te sens mais, plein. Genre, c'est impossible de trop manger de protéines. Si tu manges trop de lipides, pareil, tu te sens ultra plein. Si tu manges trop de sel, tu te sens. T'as plus envie de sel. Tu vois, c'est magique. Si tu manges trop de sel, t'as plus envie de sel. Si tu manges trop de sucre, t'as encore plus envie de sucre. Et ça, c'est une satanisterie. C'est-à-dire qu'en gros, le sucre, enfin les glucides et le sucre en général, c'est la seule partie de la nourriture à laquelle tu peux devenir addict. Mais vraiment addict. Au sens où bah, plus t'en manges, plus t'en veux. Donc, un jour, il y a un mec, il est allé scientifique là-dedans. Il a testé plein d'équilibres gras, sucre, protéines, sel, et il a fait, ok, ça c'est le plus populaire et c'est ce qui rend les gens plus addicts. Et devine quoi? Bah, il y a plein de sucre. Ce qui fait qu'on a foutu du sucre partout, et des sucres ajoutés, mais c'est une dinguerie comme on en a foutu partout. Par exemple, on en a foutu dans le pain, on a foutu dans certaines viandes, on en a foutu dans la sauce, on en a foutu partout. Et bon, outre que c'est pas bon pour ton rythme circadien, c'est-à-dire que manger trop de sucre, basiquement, ça t'empêche de dormir. Ce qui est pas ouf. Ce qui est pas ouf, évidemment. Je commence à oublier le point que j'avais dit juste avant. C'est terrible. Oui, le sucre est la source principale de, devine quoi? Des caries. Eh ouais. Eh ouais, c'est malin ça. C'est c'est smart, hein. Du coup, maintenant on a des caries. Et c'est pas normal d'avoir des caries. J'en ai eu une dans ma vie. Et une, c'est déjà beaucoup. Normalement, j'aurais dû en avoir zéro. Et c'est parce que j'ai mangé trop sucré à une période. Quand je dis trop sucré, va falloir être honnête. À une époque, quand j'étais en sixième, je buvais une bouteille de coca par jour et une bouteille de 33 centilitres. Voilà, voilà, parle d'un régime de vie malsain. Aussi, on a inventé, chose incroyable, l'huile. L'huile, c'est basique, hein. Ok, en gros, on va le faire comme ça. Tes cellules sont composées en partie de graisse. Elles ont besoin d'être composées de graisse. Le truc étant que ça peut venir de différents endroits. Ok? Et la forme de graisse la plus simple à ingérer pour les cellules et à utiliser comme composant, c'est la graisse qui vient de l'huile. Sauf que les huiles végétales, donc en gros l'huile de colza, l'huile de palme, l'huile de tournesol, sont des huiles qui sont oxydantes. Et en fait, euh, elles ont une structure chimique qui fait qu'elles se cassent facilement. Et ça va dans tes cellules. Ce qui fait que basiquement, tu as des cellules de merde. Tu as des cellules qui sont ultra fragiles. Parce que, en gros, les cellules sont exposées à de l'oxygène, beaucoup. Et donc, elles s'oxydent. Donc, elles se dégradent, basiquement. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut des antioxydants, que les antioxydants, c'est une bonne chose. C'est ce qui va dans tes cellules et qui permet qu'elles survivent un peu plus longtemps, tu vois, et qu'elles soient en meilleure qualité, en meilleure forme. Et bah, l'huile, c'est un putain, enfin, des huiles végétales sont des putains d'oxydants. Et donc, tu as des cellules de merde, littéralement. Voilà. Et on en a foutu partout de l'huile végétale. L'huile d'olive, par exemple, n'a pas ce problème. L'huile d'olive, c'est clean. Faut l'avoir extraite à froid pour certaines raisons, d'autres raisons. Mais l'huile d'olive, c'est clean de fou. Mais l'huile d'olive, ça coûte cher et on n'utilise pas ça majoritairement. On utilise de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol ou de l'huile de palme. Bon, indépendamment de la catastrophe écologique qui va avec, c'est pas bon pour la santé. Voilà, c'est d'ailleurs une de mes grandes théories actuelles, c'est qu'en fait, l'écologie, genre, on va arrêter toutes les catastrophes environnementales, pas parce que c'est des catastrophes environnementales et donc on a quelque chose à foutre de la planète, mais parce que c'est mauvais pour la santé. Voilà, voilà. Quand on parlait de l'égoïsme, bah, je pense qu'on y est. C'est ma théorie. Après, si ça se trouve, on va juste rien changer, on va tous crever comme des cons. Ce serait marrant aussi. Bref, les huiles végétales font que tu as des cellules de merde. Et on en a foutu partout. Mais quand je dis partout, c'est-à-dire que par exemple, j'aime beaucoup le maïs grillé. Ok, c'est du maïs, tu le grilles. Et aïe, voilà, c'était basique. Sauf qu'on a foutu de l'huile végétale dedans. Et 10%, 10% c'est pas mal. Tous les
biscuits, trucs apéritifs et tout, il y a là l'huile végétale dedans. Genre par exemple les Pringles. Alors les Pringles, c'est pas des chips, c'est saladerie, les mecs sont trop forts. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'ailleurs de les avoir dans un paquet de chips. C'est genre, je sais plus exactement, je crois que c'est genre plus de 20% d'huile végétale, ce qui est énorme. Bref, c'est une satanisterie. Comme on a rarement vu. Et en plus d'être un désastre pour la planète, il va falloir que j'aille aux toilettes. La question c'est est-ce que je mets pause ou est-ce que je continue de parler tout en pissant? Je crois que je vais mettre pause, sinon je vais mourir. Mais après, du coup, ça rallonge légèrement le podcast. Ce qui est problématique. Ce qui est très problématique. Au pire, ça fera légèrement moins de 12 heures. Non, j'ai dit que je ferais 12 heures, donc là, on reprend le truc de la confiance en soi. C'est-à-dire que si je fais pas ce que je dis, bah, la prochaine fois, ce sera plus dur pour moi de faire ce que je dis. Et j'aurai moins confiance en moi. Alors que si je vais jusqu'aux 12 heures exactes, bah, ça devrait aller. Donc, on va mettre pause et on va gentiment se barrer. Le retour, putain, ça fait du bien. Je me suis rendu compte que j'ai absolument oublié d'en parler. Mais il se trouve que, pour revenir sur les perturbateurs endocriniens, on a inventé la pilule contraceptive. Très belle invention, à part que ça fout le cancer à plein de meufs pour aucune raison valable. C'est basiquement, genre, c'est ultra mauvais pour la santé et en même temps, on pouvait s'en douter. C'est-à-dire que le concept, c'est qu'on t'envoie des fausses hormones pour faire croire à ton corps que, en tout cas, le concept des premières pilules, c'était ça, pour faire croire à ton corps que tu es enceinte pour pas que tu tombes enceinte, puisque tu peux pas tomber enceinte quand tu es enceinte. On pouvait se douter que c'était une mauvaise idée et que ça allait niquer les systèmes hormonaux de la moitié des meufs. Ce qu'on avait moins vu, c'est que ça affectait aussi les gens qui prenaient pas la pilule. Et quand je dis les gens, je veux dire hommes comme femmes. Parce que une partie des fausses hormones qu'on retrouve dans les pilules, donc de la progestérone et surtout de la progestérone et des oestrogènes, maintenant on dit surtout sur des pilules à la progestérone, je crois. Je suis pas sûr, faudra que je te demande. Bref, en fait, se retrouve dans l'urine, basiquement, et n'est pas filtré par les systèmes de filtration d'eau. Donc, donc, dans l'eau potable, on retrouve des perturbateurs endocriniens. Voilà, ce qui fait que, en gros, t'as une pomme, t'achètes une pomme, il y a des pesticides dessus, perturbateurs endocriniens. Tu la mets dans un sac plastique, perturbateur endocrinien. Tu la ramènes chez toi, tu la laves avec l'eau, sur laquelle il y a des perturbateurs endocriniens. Voilà, voilà. Et elle a moins de vitamines qu'avant, évidemment, sinon c'est pas marrant. Et donc en fait, il faut que tu en manges plus. Et elle est beaucoup plus sucrée qu'avant, ce qui la rend plus addictive. On a tout niqué. C'est fou comme on a genre tout niqué. À une époque, on a aussi créé le problème des tuyaux en plomb, mais ça c'est un problème pour plus tard. Et de toute façon, on l'a réglé, donc ça va. Et oui, le maquillage aussi. Voilà, si tu cherches des produits toxiques, regarde le maquillage. Et en plus, le maquillage, le défaut, le truc qui est faux, c'est que euh, en fait, ça se met sur la peau directement, quoi. Et c'est censé rester longtemps. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu mets du parfum, le parfum s'en va au bout d'un certain temps. Le maquillage, c'est censé rester longtemps. C'est le concept même du maquillage. Voilà, voilà. Du coup, on est littéralement en train d'empoisonner des meufs et de réduire leur fertilité et de réduire leur beauté aussi, du coup, enfin, leurs caractéristiques féminines, donc leur beauté. Donc, en fait, c'est le diable. C'est basiquement le diable. Les mecs, c'est pas, c'est des satanisteries. C'est-à-dire que, basiquement, il y a un empoisonnement général à petite dose et qui est pas fait exprès, hein. C'est pas, personne n'a consciemment dit ça, c'est juste c'est plus pratique de manière industrielle d'utiliser certains produits qui sont plus chimiques et c'est moins bon pour la santé et voilà un problème. Les problèmes arrivent. Aussi d'un point de vue habitude alimentaire. Déjà on a créé le petit déjeuner. Alors oui je dis on a créé parce que bah, c'est genre une histoire assez connue. D'ailleurs c'est un livre qui est assez flippant qui s'appelle Propaganda. Je t'invite à lire ce livre. Lis ce livre, c'est trop bien. C'est un peu flippant, mais c'est trop bien. De Edouard Bernays. Edouard Bernays a un lien de famille avec Freud. J'ai oublié lequel, je crois que c'est son neveu, petit-neveu, bref. Et est un mec, c'est l'un des premiers grands marketeurs américains. Et le mec, il a participé à des trucs. Par exemple, il est en partie responsable du fait que les femmes fument. Ah oui, on a inventé la clope aussi, qui est une satanisterie, mais ça, il n'y a pas trop besoin de développer dessus. Enfin, tout le monde sait que c'est une satanisterie, il n'y a pas de. Voilà. Mais bref, c'est lui qui a aidé à ce que les femmes fument. En faisant les torches de la liberté, c'est lui. Donc en gros, à l'époque, être fumé pour une femme, c'était être prostituée, basiquement. Il y avait que les prostituées qui fumaient. Et d'un coup, il s'est dit, ok, on va en faire un symbole d'égalité homme-femme et de liberté. Donc qu'est-ce qu'il fait?
il se débrouille à payer un certain nombre de figures emblématiques de l'époque, des actrices, des écrivaines et tout, à fumer. Et il met ça en avant et il est en mode, regardez, elles sont libres et elles fument. Fumer, liberté. Et pas, l'association prend. Et d'un coup, les femmes se mettent à fumer. Et c'est miraculeux. Et après, on a fait ça avec les mecs, c'est pas lui qui est responsable, mais avec le Cowboy Marlboro. C'est-à-dire que, en fait, ça s'appelle un biais d'association. C'est-à-dire que notre cerveau, si tu vois un truc qui est bien d'un côté, qui est associé à quelque chose que tu connais pas, instinctivement, tu vas dire que c'est bien. Genre, si je te dis, si je te présente un mec, et que je te dis que c'est un ami de ton meilleur pote, bah, d'un coup, tu l'as bien, tu vois. Instinctivement, t'as une partie de la réputation que tu mets sur ton meilleur pote qui se transfère, on va dire, à lui. Si je te dis que c'est un des meilleurs amis de Bachar el-Assad, d'un coup, tu as peut-être un petit a priori négatif sur lui. Voilà. Ce qui est normal, hein. Ça marche avec tout. Ça marche tellement avec tout que si je t'associe un truc que t'aimes bien et un truc neutre, et ben le truc neutre, d'un coup, devient un peu plus. Genre, tu l'aimes un peu plus. Et ça marche avec plein de choses. C'est pour ça qu'on met des belles filles dans les pubs de voitures. Et oui, l'Audi, ça marche bien en fait. Physiquement, ça marche bien. Et c'est pour ça que on a associé à une époque où la figure du cowboy avec les films des années 70 et tout était très, très présente, on a associé les cigarettes au cowboy, avec le cowboy Marlboro. Et ça, c'est du génie. Psychologiquement, c'est du génie. Et bref, pour revenir, Edouard Badet. Le mec est en partie la raison pour laquelle on parle de République bananière. En partie, en fait, c'est-à-dire qu'il a aidé à justifier, enfin, il a aidé la communication derrière la justification de certains coups d'État en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui servaient à renverser des régimes qui étaient socialistes et qui voulaient nationaliser ou en tout cas garantir les droits des travailleurs qui travaillaient dans des plantations de bananes. Et du coup, on les a virés, enfin la CIA les a virés, et du coup, ça fait des républiques bananières. Bref, il est également à l'origine du petit déjeuner. En fait, il est à l'origine du petit déjeuner tel qu'on l'entend, à savoir œuf bacon aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir des médecins et il leur a dit, vous voulez pas faire des études sur l'impact d'un gros petit déjeuner sur la santé? Et oh, ces médecins qui étaient payés par lui ont trouvé que oh, c'est vachement bien. Ils sont malins, les mecs. Ils sont malins. Ils faisaient ça parce qu'ils voulaient augmenter les ventes de viande et de bacon surtout. Et donc voilà, on a inventé le petit déjeuner. D'ailleurs, tu peux voir qu'on a inventé le petit déjeuner parce que petit déjeuner, étymologiquement, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le déjeuner, c'est quand tu déjeunes, c'est quand tu sors de ton jeûne. Ok, donc le déjeuner, c'est le premier repas de la journée. C'est le concept, c'est dans le mot en fait. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Et on a inventé le petit déjeuner. Satan history s'il en faut. Par exemple, j'ai toujours eu de. En fait, j'ai pas toujours eu de très bonnes notes, mais je roule facilement sur les contrôles, sur les notes en général. Je roule facilement sur le système scolaire. Et en fait, je roule sur la plupart de mes potes en termes de productivité tout court. Pourquoi? Parce que je ne mange pas de petit déjeuner. Et ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 4 ans que j'ai pas mangé un petit déjeuner. Pourquoi? Parce que ça ralentit. C'est basique, la digestion, c'est un processus qui prend de l'énergie, et beaucoup d'énergie, et très beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est d'ailleurs pour ça que la théorie principale sur le fait qu'on ait un gros cerveau, enfin l'augmentation de la taille de notre cerveau, c'est l'invention du feu. Parce que quand tu cuis tes aliments, ils sont moins durs à digérer. Vu qu'ils sont moins durs à digérer, tu as plus d'énergie que tu peux allouer autre part, et autre part, et qu'est le cerveau, au lieu de la digestion. Et donc, quand tu arrives en cours et que tu digères, et que moi je suis à jeun, bah, j'ai un avantage compétitif assez fort qui est juste que je réfléchis mieux en fait. C'est terrible, voilà, c'est terrible de perdre sur ça. Et surtout que c'est un truc qu'on te dit jamais, c'est-à-dire que le petit déjeuner, c'est. Edouard Bernays a fait un bon job, c'est vraiment ancré dans la société. Genre quand je dis que je prends pas de petit déjeuner, il y a des gens qui me regardent bizarre. Alors qu'en fait, enfin, non, c'est juste mieux. Essaye, c'est juste mieux. Il n'y a rien d'autre à dire. En plus, t'es pas censé. Ok, d'un point de vue rythme circadien et tout, et pour la santé en général, t'es pas censé manger genre 1 heure après t'être. Enfin, moins d'1 heure après t'être réveillé et moins de 3 heures avant de t'endormir. C'est mieux. C'est mieux de faire ça. Il y a un podcast du docteur Andrew Berman sur ça. Si tu veux, je peux t'expliquer pourquoi. De toute façon, on a 12 heures. Donc, je peux t'expliquer pourquoi. Ok. Donc, déjà, c'est un point de vue rythme circadien. La digestion interrompt une partie du rythme circadien et la production des hormones de la digestion
est en concurrence avec la production de certaines hormones qui te permettent soit de te réveiller, soit de t'endormir. Plus la digestion prend assez d'énergie pour que ça interrompe ton sommeil. C'est pour ça que, en gros, une digestion normale. Normalement, tu n'as plus grand-chose dans ton intestin 2-3 heures après avoir mangé. Ça dépend de ce que tu manges. Plus tu manges lourd, évidemment, plus ça prend du temps. T'as capté. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger 3 heures avant de dormir, théoriquement. Parce que si tu digères toujours pendant que tu es en train de dormir, en fait, tu dors moins bien. Ce qui est pas ouf. Voilà, ce qui est juste pas ouf. Et il faut pas digérer, enfin, faut pas manger 1 heure après s'être levé. Enfin, t'as capté. Moins d'une heure après s'être levé, parce que c'est les hormones qui te permettent d'être réveillé sont niquées par les hormones en gros, sont niquées par la digestion. On va le dire comme ça. Et de toute façon, j'ai pas en tête le mécanisme exact plus profondément que ça. Donc, on restera sur ces explications. Bref, il faut pas. Et qu'est-ce qu'on fait avec le petit déjeuner? Exactement ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec l'école? Là, je crois que c'est le segment l'école est une satanisterie de. J'ai rigolé parce que mon retour cab est décalé de fou par rapport à ce que je dis. Et donc, en fait, quand je fais ça, genre, je me vois en retard le faire et j'ai l'air un peu con et ça me fait mourir de rire. Peut-être pas mourir de rire, peut-être une exagération. Bref, je crois que c'est le segment l'école est une satanisterie. Ok, l'école, ça te force à te lever tôt. Tu vois, quand je parle de rythme circadien, donc en gros, qui est les heures habituelles à laquelle ton corps s'attend à manger, et donc il prépare la digestion, s'attend à dormir, donc il prépare le fait de s'endormir, s'attend à se réveiller, donc il prépare le fait de se réveiller, s'attend à faire de l'exercice intense, donc il prépare l'exercice intense, bref. Ton rythme circadien, il se décale selon la journée. En fait, il est génétiquement un peu prédisposé, mais surtout, il se décale selon ta période de vie. C'est-à-dire que les enfants, ça dort beaucoup, et ça dort tôt, et ça se réveille tôt. Puis, plus tu vas vers l'adolescence, plus ton rythme circadien il se décale et il va vers le soir. Quand tu es adolescent, c'est normal. Tu te couches tard et tu te lèves tard. Quand je dis c'est normal, je veux dire c'est la chose qui est bonne pour ta santé. Tu es censé te coucher tard. Alors, quand je dis coucher tard, on entend genre 22, 23 heures quoi. Pas après minuit. Mais tu es censé te coucher tard et te lever tard quand tu es un adolescent. Et on a des mecs qui sont arrivés qui ont créé l'école. Bon, alors déjà, ça a été créé pour la révolution industrielle. Putain, faut rajouter ça dans les satanisteries de la révolution industrielle. C'est fou ça. Ah oui, c'est un vol de pigeon qui fait. Parce que je voyais des ombres passer, j'étais en mode pourquoi ma fenêtre fait de l'épilepsie, mais non. C'est des pigeons. Bref, faut rajouter de l'école dans les satanisteries de la révolution industrielle. Donc, t'as un truc qui arrive qui est l'école et qui te nique ton rythme circadien. Et qui te l'encule. Parce que t'es censé te lever à 7 heures minimum. Prendre ton petit déjeuner avant 8 heures, donc dans les 1 heure après t'être levé, ce qui est pas ouf. Ok, ensuite tu rentres plus ou moins tard des cours, ce qui fait que tu as besoin. En gros, soit tu prends sur ton sommeil, soit tu prends sur ton rythme circadien, comme tu veux. Soit tu manges trop tard, soit tu réduis la qualité de ton sommeil, soit tu réduis ton temps de sommeil. J'ai vu mieux comme choix, tu vois. Bref, l'école, c'est le diable. Et on peut dire, oui, mais c'est pour éduquer les générations quand même. C'est important l'éducation. Bon, alors déjà, il faut parler du passage d'éducation nationale, enfin d'instruction nationale à éducation nationale. Parce que tu le sais peut-être pas, mais avant, l'éducation nationale, ça s'appelait l'instruction nationale. Et tu vas me dire, quelle différence entre l'éducation et l'instruction? Bon, ça, c'est simple. L'instruction, c'est juste, je te donne des connaissances. Tiens, c'est comme ça qu'on résout des polynômes du second degré. C'est comme ça qu'on fait des divisions polynomiales. Racine, elle a écrit tel livre en telle année, et ça parle de ça. Des connaissances. Puis après, on a fait l'éducation. L'éducation, il y a une notion morale. Il y a une notion de politesse, il y a une notion de savoir-vivre. C'est-à-dire que l'école est censée un peu t'enseigner comment vivre. Outre le fait que ce soit à l'État de t'enseigner un peu comment vivre, c'est soit un aveu d'échec des parents, soit une petite incursion totalitaire, probablement les deux en même temps. C'est arrivé parce que le nazisme. Et oui, en fait, le passage d'instruction nationale à éducation nationale s'est fait juste après la Seconde Guerre mondiale pour une raison assez évidente.